Allez, bonjour à tous et à toutes. On est bientôt au mois de juin là et je sais que pas mal d'entre vous ont prévu de partir cette année d'après les emails que je reçois et les messages WhatsApp. Et donc vous êtes en plein dans la préparation. Il y en a une grande partie d'entre vous qui vont partir de la Méditerranée et je voulais profiter avant que vous partiez pour faire quelque chose que j'ai jamais fait. Je voulais partager avec vous les erreurs que j'ai faites, enfin les omissions que j'ai faites quand j'ai acheté mon premier bateau et que je suis parti pour traverser, aller de l'autre côté et me balader à la voile. Alors tout le monde sait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais je vais faire un rappel que donc j'avais acheté un ketch en acier de 44 pieds que j'avais acheté en Tunisie à Monastir. Donc un bateau lourd équipé d'un Perkins 4108 54 chevaux, donc ketch, donc deux voiles, gréé en cotre en plus, donc avec deux voiles d'avant. Voilà, un bateau assez lourd qui faisait 16 tonnes, une quille longue et très peu d'électronique, pour dire aucun électronique. Bon, c'est assez simple comme ça. Donc, pas d'indicateur devant, rien, un sondeur, c'est tout. Et donc, on a acheté ce bateau et on a décidé de partir avec tranquillement. Il faut savoir que quand j'ai acheté ce bateau, j'avais fait énormément de voiles légères, puisque j'étais dans des colonies de vacances depuis très gamin, et je passais mon temps donc à faire donc, du 420, du 320, du 470, de l'Obi 416, puis mon père m'avait acheté une yole, donc je faisais de la yole. Donc on avait un canton à la maison, presque un 5 au 5 si vous voulez, donc on a fait beaucoup de voiles avec mon père, etc. Donc j'avais un gros bagage. Voilà, je n'avais aucun problème pour faire un virement, un prêt, un travers ou un empannage. On avait envoyé le SPI plein de fois. Donc ça, c'est des choses que j'avais. J'avais fait deux fois de l'habitat dans ma vie. Une fois en Polynésie et une fois à Cabreton. Donc, vous voyez, j'avais pas beaucoup d'expérience en habitable, mais bon, voilà, faire tourner des winches, etc. Comme je l'ai toujours dit, la voile légère, quand tu sais en faire, ça te donne un bagage qui est inné. S'il est frais sur un bateau, voilà, pas grand chose en plus. Tu rajoutes du confort en fait, tu rajoutes un moteur, de l'électronique, des choses comme ça. Et donc la première erreur que j'ai faite quand j'ai acheté ce bateau et qu'on est parti, c'est que j'avais des notions de mécanique, puisque depuis gamin, enfin pas gamin, mais depuis que j'avais l'âge, ma première voiture, une 4L, mon père m'a dit ok, je t'achète une voiture, mais par contre il n'y aura pas de mécanicien qui passera à la maison. Donc ce qui veut dire qu'il m'a obligé à mettre les mains dans le cambouis très tôt et à faire la mécanique. Le problème qu'il y avait, c'est que on faisait ça ensemble. J'avais une connaissance générale du moteur, donc je savais comment ça marchait, l'ordre des cylindres, un 3-4-2 et toutes ces conneries-là. Mais à chaque fois, c'est mon père qui était en charge de faire les choses et moi, je passais les outils, je regardais comment ça se faisait. Ce qui fait que le premier jour où mon moteur de diesel a pas démarré dans le bateau, je me suis trouvé comme un con parce que, ok, j'avais tous les outils que tu veux, je savais comment ça marchait un bateau, mais je savais un moteur, mais je savais absolument pas d'où venait la panne et comment la régler. Et ça, c'était une première erreur et ça m'est arrivé un matin à 5h30 du mat, en partant d'une marina pour aller dans un autre endroit. Je reviendrai sur les départs à 5h30 du mat en Méditerranée. Et là, tu te lèves, on était deux bateaux avec un T47 qui me suivait, Patrice, qui s'appelle Sigal. Et là, bam, t'appuies sur le bouton et ouin, 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 et pas plus que ça, ouin, ouin, ouin. Et là, bah, t'es comme un con. Alors, le Patrice vient m'aider, c'était un ancien mécano de l'armée, on matchac pendant des heures, ça démarre toujours pas, pour que finalement un bateau copain qui était là, à force de nous voir entendre, machin, etc., vient, et 10 minutes après, le moteur démarre. Et là, je me dis, waouh, là, il y a une lacune. Donc, du coup, j'ai raté mon créneau météo. Ça a démarré, il était midi. Donc, Sigal a raté son créneau météo. On reste bloqué là dans la marina pendant une semaine ou 10 jours. Je reviendrai sur la Méditerranée, les conditions météo. Et finalement, on trouve un créneau pour partir. On part, ça démarre. On fait notre nav. On arrive à la marina où on voulait arriver le soir. Et là, au moment de vouloir démarrer le moteur pour entrer dans la marina, le moteur ne démarre pas. Et là, je peux te dire que quand c'est dans la marina, ça va, mais quand c'est dehors, t'es seul au monde.
Donc là, pas bon. Je vous rappelle que les marinas ne viennent pas vous chercher à l'extérieur, hein, c'est pas leur travail, donc ils ne le feront pas. Donc là, tu te fais une tentative de rentrer à la voile dans la marina pour les appeler qui viennent te récupérer à l'intérieur, qui te mettent à un poste. Mon collègue était passé avant moi. Bref, je vous passe les détails de l'histoire, mais je peux vous dire que j'ai réglé le problème d'apprendre à défaire des marins moteurs pour toujours. J'ai fait des vidéos là-dessus, hein, je vous rappelle que c'est dans les vidéos techniques. Et en plus, il faut savoir que le moteur diesel, c'est pas un moteur essence. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les causes de non-démarrage, c'est toujours les mêmes. C'est pas un problème électrique, c'est pas un problème machin. À partir du moment où le démarreur tourne, et s'il tourne pas, tu sais qu'il faut y mettre un coup de marteau. Et si avec un coup de marteau, il se passe rien, il n'y a pas de claque, c'est que ta batterie est à plat ou qu'il n'y a pas le jus, mais c'est tout. Après, c'est toujours le même pan. Hein, pas de gasoil qui arrive, du gasoil dégueulasse, bouché ou une bulle d'air. Voilà. Donc, pour dépanner ça, c'est toujours la même routine. Hein. Donc, ça a été quelque chose qui aurait pu me coûter cher et qui nous a suivis pendant un moment. Après, j'avais la hantise de ça. Donc, depuis, j'ai bien pallié le problème. Mais ça a été une grosse erreur. Donc, les gars, si vous savez ou pas faire de la mécanique, il faut absolument que vous sachiez faire démarrer votre moteur. Là, y a pas de... Vous ne pouvez pas partir autour du monde ou partir pour faire un tour au truc sans être sûr que quand vous allez tourner la clé, si ça ne démarre pas, vous êtes capable de faire démarrer le bourrin dans les 5 prochaines minutes. Voilà, donc ça, je vous le dis de suite, pour moi, c'est... Voilà, donc ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'était de croire que la Med était un endroit bien pour apprendre la voile. Et il s'avère que pour apprendre la voile sur de l'habitable, le but c'est de sortir de sa zone de confort. Parce que tant que tu es dans 10 nœuds de vent, avec petit vent de travers, grand voile complète, génois complet, ça agite un petit peu, il y a un mètre 10 de houle, la vie elle est belle, on fait des apéros dehors. C'est génial, mais tu n'apprends rien. Tu commences à apprendre quand à un moment donné tu dis « Ah !» Là, ça commence à monter, il va falloir que je prenne un riz. Ah, ça y est, j'ai pris mon riz, donc déjà, hop, tu sais prendre des riz. Là, maintenant, il faut que j'équilibre le bateau, ma voile d'avant, ma voile d'arrière. Ok, je vais arrêter le pilote, je vais essayer de le sentir à la barre, comment je l'équilibre. Voilà, et là, je vais régler mes voiles pour que ça passe bien. Tiens, je vais plutôt aller tirer un bord comme ça. Donc là, ça y est, tu es dans l'apprentissage et tu commences à faire les choses bien. Et là, on se rend compte que pratiquement toutes les copains qui font des chaînes YouTube et qui sont en Méditerranée, malheureusement pour eux, ils sont soumis à ce qu'est la Méditerranée, c'est-à-dire que où il y a pétole et pas de vent, voilà, et donc c'est des petites naves très légères, machin, et où ça fait du moteur, et ça peut pas partir quand ça bombarde 20 nœuds, parce que quand ça bombarde 20 nœuds, ça peut bombarder 30 nœuds dans la demi-heure qui suit, le vent va changer 4 fois de direction dans la journée, tu vas le prendre dans le nez, ça va lever une mer de malades, et des fois, tu prends 8 jours de tramontane dans la huche, et puis c'est fini. Et la Méditerranée, c'est absolument pas un endroit friendly, la météo, voilà, elle est changeante et pas sympa. Et donc, c'est le dernier endroit où tu vas pouvoir avoir des conditions qui sont annoncées, qui vont être vraies, on va dire, dans la journée, qui vont te permettre de dire, tiens, aujourd'hui, ils annoncent 15 nœuds, tu sors, il y a vraiment 15 nœuds, et tu vas les tirer des bords et faire des manœuvres, etc., etc., et tu vas voir comment... Non, en Méditerranée, ils annoncent 15 nœuds, et puis 2 heures après, tu en as 25, parce que, voilà, il y a un phénomène qui s'est créé, et puis c'est fini, et puis tu es dehors, ça tarte, et là, tu n'as qu'une envie, c'est rentrer, parce que tu prends plus aucun plaisir. Sachant qu'en plus, la Med, ça lève des vagues courtes et très hautes, donc avec un angle énorme, donc ça se navigue très mal au près. En fuite, c'est pas confortable, donc voilà, tu peux pas vraiment sortir de ta zone de confort en Méditerranée sans te mettre en danger. Donc, qu'est-ce qui se passe? T'apprends pas vraiment. Donc ça a été une erreur. Voilà, bon, finalement, on est sorti très vite et on a continué plus loin. La troisième erreur que j'ai faite, c'est de pas assez faire de naves de nuit et de essayer de faire des naves de 60 000 en moyenne. Donc tu vas de A à B en partant très tôt le matin et en arrivant tard le soir en naviguant le jour. D'où mon histoire de moteur où tu démarres le matin et puis le soir tu vas arriver dans la marina. Alors ça, tu fais ça en med, pourquoi? Parce que forcément, comme tu sais que la météo, ça peut être l'enfer et que tu n'as pas envie de te trouver dans l'enfer de nuit, tu pars de jour en te disant, voilà, si jamais ça monte, au moins je verrai, et puis s'il faut, je ferai demi-tour, machin, etc. Donc tu es toujours en train de jouer la sécu à mort, parce que dès que ça va changer, ben, tu te dis, ça peut être l'enfer.
Ce qui fait que donc tu sors pas de ta zone de confort et tu fais pas de nappe de nuit. Et les nappes de nuit, il faut savoir que naviguer nuit, c'est hyper important. Parce que dès que tu vas arriver à Gibraltar, tu n'as plus le choix. Hein. À un moment donné, tu vas pas aller aux Canaries en une journée. Donc tu n'iras pas à Rabat en une journée. Tu n'iras pas. Donc il va falloir faire des nappes de nuit. Et là, si tu t'arrives au pied du mur et que bah, tu fais comme moi j'ai fait, nous quand on a acheté le bateau, il était à Monastir, on l'a ramené à la Grande Motte, donc il y avait déjà 4 jours de nav à faire, on les a fait, on s'est fait branler la gueule puisque la météo était mauvaise comme tout le monde, parce que voilà, la météo en Méditerranée, ce qui fait que derrière j'avais la hantise des nappes de nuit, tu vois, tu y vas mais tu te dis putain c'est pas cool quand tu prends à 11h du soir tout va bien et tout d'un coup 2 heures après il fait 28 nœuds dans le nez et que tu passes la nuit à barrer dans des conditions à te faire rincer la gueule, ça te fait pas rire du tout. Et donc, je vous engage vraiment à faire des nappes de nuit parce que d'une, donc pas en mètre, mais d'une, ça va vous permettre de sentir votre bateau, sentir la houle, être capable de naviguer de nuit à la barre, enlever le pilote, naviguer. Alors tu peux pas naviguer de nuit en gardant les yeux sur ton indicateur de vent, ça marche pas, tu vas t'éclater les yeux, tu vois pas ce qui se passe. À un moment donné, il faut lever la tête, donc il faut sortir de vos chars flotteurs, etc. Il faut lever la tête, regarder, tu as un haut-banc qui est là, tu as une étoile qui est là, tu dis ok, mon cap il est par là, ou tu as la lune, tu dis voilà, mon cap il est par là. Hop, je tiens mon cap, t'entends, je regarde mon indicateur de vent, ouais, je suis toujours dans le bon angle, et voilà, et ça navigue. Et là, j'apprends. Pourquoi il faut faire ça? Parce que le jour où tu vas te rendre compte que, voilà, ce soir ou cette nuit-là, il y a des conditions qui ont un peu monté ou qui sont un peu plus grosses, tu vas dire, tiens, le pilote tient pas trop, je l'enlève, je suis capable de le faire, je l'ai déjà fait, je sais tenir un cap de nuit par rapport à des étoiles, par rapport à des trucs. Et ça, c'est hyper important, c'est de la sécurité. Donc ça, c'est une erreur voilà, que je vous engage à pas commettre ou à pallier assez rapidement. Et une autre erreur que j'ai faite, c'est que j'avais pas compris que quand je lisais du vent, par exemple à 80 degrés, ça marchait pas. Donc tu vois, tu es ici, tu vas aller là, tu te dis voilà, ça c'est ma route où je vais aller, la météo, donc je prends un fichier météo, je mets ça sur ma carte, machin, ils annoncent du vent ici, génial, ça c'est 90, ça c'est 80 degrés, c'est pépère, ça va passer. Non, ça passe pas. Ça passe pas parce que déjà pour aller là, avec du vent qui est ici, tu vas avancer pas droit, mais tu vas avancer comme ça, hein, tu as une dérive de vent et une dérive donc inévitable. Donc comme tu vas avancer par là, comme ça pour viser ce point-là, il faut que tu vises ici. Donc là déjà c'est plus le même vent. Et puis comme en plus tu te déplaces, tu crées du vent apparent, donc tu ramènes le vent vers l'avant. In fine, cette navigation-là devient cette navigation-là, et là tu es à 45 degrés du vent, dans 3,50 m de vague, tout dessus, et ça passe pas. Et qu'est-ce qui se passe? Tu rates des créneaux météo, ou tu rentres, tu dis mince, la météo est encore fausse, patati patata, absolument pas, c'est juste qu'à un moment donné, tu n'appliques pas cette notion de base qui est la... Voilà, et ça c'est l'erreur des chart-plotters. L'erreur des chart-plotters, c'est de se dire, voilà, je suis ici, je regarde où va ma ligne, tu sais, il m'indique que je vais vers là, donc mon téléphone, un avionics, hein, et je crois que je suis en train de viser ça. Mais t'es pas en train de viser ça, il te dit que tu vas là, mais tu es en train de viser ici en fait. Et donc, comme tu es en train de viser ici, toi, tu vois ça, la météo t'avait annoncé ça, tu dis, mais ils se sont trompés de 20 degrés, les mecs. Plus le vent apparent que tu crées qui les ramène là, tu es tout le temps en train de te dire, mais pourtant, je vise bien là, ça passe pas, quoi. Mais non, ça passe pas, parce que, en fait, il te dit où tu vas, mais lui, il prend en compte la dérive de vent, et il sait bien que si tu visais là, tu finirais là, donc il te fait viser ici pour aller là. Et ça, malheureusement, j'ai mis du temps à le comprendre, et c'est bien que vous fassiez pas cette erreur-là. Ça va vous aider à... Il y a une vidéo qui arrive là, hein, je crois que c'est dimanche prochain, je fais le point là-dessus, je fais un gros rappel avec le tableau, donc n'hésitez pas à la regarder, c'est une vidéo du dimanche, faites le point, et voilà, grosso modo 90 degrés les gars. En dessous de 90, c'est chaud. Quand vous lisez 90 degrés par rapport à là où vous voulez aller, vous voulez aller là, donc vous allez aller ici, vous allez créer du vent apparent, ça va emmener là, ça va vous faire du 60 ou du 50, ça passe. Ici, ça passe plus. Bref, donc ça, j'ai pas compris, mais j'ai mis du temps à comprendre ça. Et la dernière chose que j'ai faite, c'était une erreur de... Alors là, c'est pas une erreur de connaissance générale, c'était une erreur de confort. Je n'avais pas de bossoir arrière pour l'annexe. Donc j'avais une annexe
avec un plancher démontable pliable. Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que chaque fois que j'avais mis l'annexe à l'eau, qu'est-ce qui se passait? Donc moi je suis contre traîner les annexes, je connais trop de monde qui ont perdu leurs annexes en les traînant. Qu'est-ce que tu fais quand tu dois traîner ton annexe? Déjà, il faut enlever le monteur, donc tu prends le monteur, tu l'enlèves. Il faut que tu aies un système pour le monter, pour le mettre sur une chaise, sinon tu te pètes le dos. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les gens qui n'ont pas de bossoir en général, ils ont des petits moteurs, parce qu'il faut les lever et que c'est la guerre, donc ce qui veut dire que tu es sous-motorisé avec ton moteur d'annexe. Et chaque fois, il faut plier cette annexe, la ranger, ranger le plancher, la mettre quelque part, revenir, la regonfler, redescendre le moteur, le mettre dessus. Et plus tu montes et tu démontes une annexe, plus tu l'uses, etc., etc. Je vous rappelle que l'annexe et votre moteur d'annexe est votre sécurité. Vous n'arrivez pas à faire démarrer votre moteur de bateau, vous mettez l'annexe à couple. J'ai parlé de ça dans la vidéo technique plein de fois, les gars. Vous mettez votre annexe à couple si vous avez un 15 chevaux dessus, vous allez tirer quelqu'un à la barre au bateau, à fond, vous allez faire rentrer votre bateau dans la marina avec votre 15 chevaux. Avec un 4 chevaux, c'est un 12 mètres, un mec qui a un peu de vent contre toi, oublie, hein, tu le feras jamais avancer ton bateau. Donc l'annexe, c'est aussi une part de sécurité. Et moi, j'ai fait cette erreur-là, et plus jamais. Je n'ai plus jamais eu de bateau. D'ailleurs, voilà, vous avez vu, Sol avait un bossoir, et tous mes bateaux avaient des bossoirs. Voilà. Il faut pouvoir lever l'annexe à l'arrière, et pouvoir avoir un moteur conséquent, pouvoir le mettre sur sa chaise quand on fait de navigation longue. Quand on fait de la navigation courte, au pire, on peut laisser le moteur et l'annexe sur l'arrière du bateau, sur le bossoir. Mais voilà, et je vous assure que quand vous êtes pris dans du mauvais temps, qui n'était pas prévu, vous avez l'annexe derrière qui met des putains d'à-coups, qui commence à se retourner parce que le vent de... Personne veut ça, donc on la traîne pas, et la plier, la mettre sur l'avant, elle n'est pas faite pour être là, bref. Ça, c'est une erreur que je ne referai plus. Moi, je n'aurai plus un bateau sans bossoir d'annexe, et j'ai toujours eu des panneaux solaires, donc moi, je suis à fond là-dessus. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui sont en train de partir, ou ceux qui sont en train de préparer leur voyage en bateau, qui sont dans le projet là, ces erreurs que j'ai faites pourront vous aider. J'en ai pas d'autres qui remontent, voilà. J'ai pas mal cherché, parce qu'après j'ai plein d'anecdotes, mais c'est pas significatif. J'ai pas mal cherché par rapport à ça. Vous avez vu, en ce moment, je suis en train de faire des vidéos pour les gens qui veulent acheter un bateau, donc j'en ai fait une partie, je continue à les faire, je les poste au fur et à mesure. Vous les avez hein, en téléchargeable. Je vais essayer, là, tant que faire se peut, jusqu'à la mi ou la fin juin, début juillet, de vous faire pas mal d'hors-série sur des sujets. N'hésitez pas à revenir vers moi avec des emails, des choses que vous voulez que je traite, que je n'ai pas déjà traitées. Hein, l'objectif de la chaîne YouTube, comme je le répète souvent, c'est d'aider ceux qui ont envie de partir à le faire et à le faire dans les meilleures conditions. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos. Avec le temps et l'expérience, on se rend plus compte où sont les problématiques des gens qui débutent, puisque voilà, il y a des choses, tu dis bah non, ça ils savent, et puis non, on te rend compte qu'en fait ils savent pas. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi avec des emails. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon début d'été. J'espère qu'ils vont nous lâcher avec ce Covid, même si apparemment il y a des trucs indiens là, qui arrivent. Bref, voilà. Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt, et restez focus, hein, comme on dit, restez concentrés sur votre projet, ne lâchez pas. La liberté, elle est juste au bout du quai. Allez, merci à tous et à toutes, à la semaine prochaine. Yeah.